Non, je n'amène pas les frégatards ici. Donc du coup, on peut attaquer ce cours sur le probing, les wormholes et le discan. Euh, Souriez, vous êtes enregistré. Donc du coup, je vais commencer par vous parler d'abord des wormholes, parce que c'est le sujet sur lequel il y a le plus de blabla à faire techniquement. Et puis ensuite, pour le probing et pour le scanning, ça sera plus de la pratique. Je vous montrerai comment utiliser les trucs, etc., etc. Euh, alors, au sujet des wormholes. Donc déjà, la première chose que je vais vous dire, c'est que il faut faire attention quand on parle de wormhole, parce que généralement, les gens qui savent de quoi ils parlent comprennent de quoi on parle en fonction du contexte. Mais quand on parle de wormhole, on peut parler soit du wormhole qui connecte deux systèmes, donc l'équivalent d'une gate qui connecte un système de wormhole à un autre ou à un autre système normal. Mais on peut pas parler aussi d'un système de type wormhole en lui-même. Donc, Ça veut dire qu'il y a. Enfin, en fait, si on parle de rôle, on implique beaucoup d'implicites dans nos phrases, donc forcément, les gens peuvent comprendre le posé, par exemple. c'est ça. En fait, si tu parles, genre par exemple, d'aller dans un wormhole, tu parles d'un système de type wormhole. Si tu parles de traverser un wormhole ou d'orbiter un wormhole, tu parles de l'équivalent d'une gate. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, normalement, si on veut être très clair et pas laisser de place au doute, un wormhole c'est la connexion, l'équivalent d'une gate, et tu as un système wormhole space ou W space. Qui ça c'est un système de type wormhole, donc qui a toutes les caractéristiques dont je m'apprête à vous parler. Euh, donc d'abord je vais vous parler un petit peu des systèmes, et puis ensuite je vous parlerai entre autres des connexions, etc. Donc les systèmes de wormhole space, c'est avant toute chose, c'est du 0-0. Donc c'est des systèmes dans lesquels Concorde n'intervient pas, et dans lesquels si vous tapez des gens, vous ne perdez pas de security status. À propos de security status, il y a d'ailleurs une petite différence par rapport au nullsec normal, c'est qu'en nullsec normal, quand vous tapez des NPC, genre des pirates de Gorista ou des trucs comme ça, vous gagnez du security status. Alors que, en revanche, Concorde vous remerciera pas si vous tapez des sleepers. Vous gagnez pas de security status en cognant des sleepers dans les wormholes, qui sont le seul type de NPC qu'on peut rencontrer en wormhole. Il n'y a pas d'autres types de NPC dans ces systèmes-là. Donc, en gros, les wormholes, c'est des systèmes dans le jeu de Eve. Il y en a environ 2500, me semble-t-il, au dernier recensement. Et ça existe depuis quelque chose comme 4 ans. Et ils sont divisés en 6 classes différentes. Pour donner un petit peu de background, ils ne sont pas dans la galaxie de New Eden. A priori, ils sont dans une galaxie qui est très éloignée. Et on ne sait pas trop exactement le pourquoi du comment est-ce que ces connexions ont commencé à se faire entre cette galaxie et la nôtre. Donc la nôtre, elle s'appelle New Eden, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Et donc du coup, dans ces wormholes, vous avez une espèce de race très ancienne, qui sont en fait des espèces de machines gardiennes qui s'appellent les sleepers, et qui gardent des ruines et des espèces de centres de données qu'on n'arrive pas trop à comprendre, mais qui ont l'air vachement importants parce qu'il y a des trucs plus ou moins millénaires qui habitent dedans et qui tirent à vue sur tout ce qui s'approche de leur banque de données. Et en gros, c'est en recyclant les sleepers et en analysant leur technologie que on a pu créer les cruisers Tech 3.
qui sont, en gros, qui ont la particularité d'être modulaires. Donc en gros, on peut mettre des modules différents, enfin ce qu'on appelle des subsystèmes, qui en gros définissent le type de bonus que ont les T3. Mais ça, je ferai peut-être même un cours rien que pour les T3 parce que c'est un sujet à soi tout seul. Donc voilà, les wormholes, c'est des systèmes de nullsec. Et leur autre grande particularité par rapport au nullsec, c'est que ils ne sont pas connectés au reste de la galaxie par des Stargates. Donc les Stargates, comme vous avez l'habitude d'en utiliser, qui sont des objets célestes dont vous savez tout le temps où est-ce qu'ils sont, qui bougent jamais, et qui sont indestructibles et qui sont toujours là, et qui connectent les systèmes de la galaxie normale et qui en définissent la géographie en fait, hein, en connectant les systèmes un à un. Pour les wormholes, c'est très différent. En fait, ce qui se passe, c'est que donc les wormholes, les connexions, qui permettent d'accéder à ces systèmes de wormholes, en réalité, eux, ils ne sont pas permanents. Ils peuvent disparaître de deux manières, soit à cause du temps. La durée de vie maximale d'un wormhole, c'est d'à peu près, si je ne me trompe, 48 heures, 36 ou 48 heures, les plus longs. Mais la plupart, c'est 16 ou 24 heures. Donc en gros, votre wormhole apparaît et si vous voulez l'utiliser, il faut le scanner avec des probes. Et puis, au bout de voilà, un certain temps, en fonction du type de wormhole que c'est, je reviendrai un petit peu plus tard sur tous les différents types qu'il y a, bien vous pouvez, le wormhole va disparaître. Il y a un autre moyen de faire disparaître un wormhole, c'est en faisant passer suffisamment de vaisseaux au travers. En gros, à chaque fois, quel que soit le sens dans lequel vous l'utilisez, à chaque fois qu'un vaisseau le traverse, vous soustrayez la masse de votre vaisseau à la capacité totale de masse qui peut traverser ce wormhole, et une fois que ce chiffre passe en dessous de 0, le wormhole s'effondre. Donc il y a tout un tas de mécaniques qui reposent là-dessus. Vous pouvez, si par exemple vous habitez dans un système de wormhole et que vous n'avez pas envie qu'il y ait des gens qui viennent mettre le nez dans vos affaires pour le moment, vous pouvez faire s'effondrer exprès un wormhole en passant des gros vaisseaux au travers pour pas être ennuyé. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Alors, attendez une seconde. Ouais, vas-y Tommy, pose-moi ta question. Est-ce que quand on fait s'effondrer une porte, ça ouvre instantanément une autre porte? Alors, dans certains cas, oui. Ce qu'il se passe, c'est que les systèmes de wormhole ont ce qu'on appelle un wormhole statique. Un wormhole statique, c'est en fait, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des catégories de wormhole connexion. En fait, vous avez ces catégories, elles sont définies par une lettre et 3 chiffres. Donc par exemple, j'ai pas d'exemple en tête tout de suite comme ça, mais je crois qu'il y en a, c'est les A239, il y a les Y683, et voilà, il y en a un certain nombre. Et par exemple, les A239, il me semble que c'est une connexion qui emmène vers du LOSEC. Les Y683, c'est une connexion qui emmène vers du C4. Et donc C4, c'est une des classes de système de wormhole. Et donc en gros, chaque système de wormhole a une connexion statique, sauf quand c'est un wormhole de classe 2, donc on appelle les C2, qui eux ont 2 connexions statiques. Et le principe d'une connexion statique, c'est que en fait c'est attaché donc au système de wormhole dans lequel vous êtes et à un type de wormhole. Donc par exemple, un wormhole C3, il peut avoir une connexion statique de type A239, et donc ça veut dire que il sera toujours connecté à un système de l'OSEC.
Donc c'est pas à un système de l'OSSEC en particulier comme Nalvula par exemple, mais il sera toujours connecté à un système de l'OSSEC quel que soit le système. Donc par exemple les A239, il me semble que c'est genre 16 heures de temps de vie. Donc en gros vous êtes dans votre wormhole de classe C3 avec un wormhole statique A239. Donc en gros aujourd'hui votre connexion statique elle va vous emmener à Nalvula, et puis elle va s'effondrer, et dans les 5 minutes qui suivent l'effondrement, vous allez avoir un nouveau wormhole A239 qui va apparaître, et puis celui-là il va vous emmener à Old Star, ou Barlegate, ou n'importe quel système de l'OSSEC de la galaxie de New Eden. Et donc voilà. Et ce que je peux vous dire aussi à ce sujet-là, c'est que vous avez comment ça s'appelle les wormholes de classe C1, C2 et C3, leur statique est toujours vers ce qu'on appelle le K-space, donc soit du high, soit du low, soit du nul. Et on appelle ça K-space pour known space, donc espace connu par opposition au wormhole space qui est l'espace un peu inconnu. Et donc en gros voilà, les C1, C2, C3 ils ont toujours une connexion vers du K-space. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les C2 ils ont toujours deux statiques. Donc eux ils ont toujours une connexion vers du K-space et toujours une connexion vers un autre type de système de wormhole. Donc et en plus il n'y a pas tous les mélanges possibles. Par exemple, un wormhole C2 qui a un statique C2, son statique vers du K-space, ça sera forcément un statique low-sec. Un wormhole C2 qui a un statique C4, son statique K-space, ça sera forcément un statique vers du high-sec. Je pourrais vous faire la liste, si vous voulez, de toutes les possibilités que vous avez en C2, il y en a que 5 ou 6 je crois. Et voilà. Et après les wormholes de classe supérieure, donc C4, C5 et C6, eux, ils ont donc, comme les C1 et les C3, qu'un seul statique, et ce statique est toujours vers un système de type wormhole, et jamais vers du K-space. Mais là, je vous parle uniquement que des statiques. C'est-à-dire que, malgré ce que je viens de vous dire, il est possible que un C4, par exemple, ait une connexion de wormhole qui l'emmène vers du high-sec directement. Mais ça sera ce qu'on appelle un dynamique. Donc par opposition au statique, un wormhole dynamique, c'est un wormhole qui, dont un jumeau ne réapparaîtra pas quand il disparaîtra. Et ceux-là, ils apparaissent de manière totalement aléatoire, et à part CCP, personne ne sait vraiment ce qui décide de leur apparition ou non. Donc voilà, c'est ce type de wormhole là, on appelle ça des dynamiques ou des roaming. Donc voilà à peu près pour les types de connexions. Ce que je ne vous ai pas dit au sujet des classes de wormhole, c'est que en gros C1 ce sont les wormholes qui, il me semble, sont à la périphérie de la galaxie des wormholes et qui sont les moins protégés par les sleepers. Donc en gros, pour faire court, les sites qu'il y a dedans ont des sleepers moins puissants et rapportent moins de sous, que ce soit au niveau des minerais, du gaz ou des sleepers. Et ensuite, plus vous montez dans les classes, plus les sleepers sont puissants et plus vous avez de ressources précieuses dedans. Ouais. J'allais dire, tu veux que je serve de cobaye? Parce que justement, j'ai chopé un wormhole en 0-0, donc je peux te faire le cours, je peux t'indiquer qu'est-ce que je peux trouver, enfin ça peut servir d'exemple pour les autres. Bah, éventuellement, mais je voudrais pas trop m'interrompre pour le moment. Donc on te retrouvera après si t'es pas trop loin. Ça marche. Cool, merci. Donc du coup, pour savoir dans quel type de wormhole vous êtes, vous avez deux choix.
soit vous pouvez utiliser... alors il y a plusieurs sites qui vous permettent de faire ça. Moi j'ai l'habitude d'utiliser Static Mapper, qui est en gros un site web sur lequel vous pouvez aller. Excusez-moi, j'étais justement en train de le taper dans mon browser et je pouvais pas maintenir mon bouton en même temps. Donc vous avez le site qui s'appelle Static Mapper, donc www.staticmapper tout collé staticmapper.com. Et quand vous êtes dans un wormhole, vous pouvez, vous avez une petite text box en haut à gauche avec marqué Lookup System à côté. Vous rentrez le nom du système de wormhole qui ont tous un nom qui ressemble à J puis 6 chiffres derrière. Vous rentrez le nom du système de wormhole dans lequel vous êtes et ça va vous indiquer en gros les caractéristiques du wormhole. Donc par exemple là j'ai tapé au hasard J230 047 et je vois sur la page de ce système que c'est un wormhole de classe C5, qu'il a 8 planètes, 64 lunes, qu'il a un effet black hole, et ça je vous parlerai des effets dans un instant, que a priori son statique c'est un M267, et si vous passez votre souris par-dessus, vous voyez que les M267 sont des wormholes qui emmènent vers du C3, et qui ont un temps de vie de 16 heures, une masse maximum qui peut le traverser en un coup de 300 millions de kilogrammes, et une masse totale qui peut le traverser de 1 milliard de kilogrammes, et que donc il a un effet wormhole, et ça décrit les effets exacts un effet black hole, et ça décrit les effets exacts de l'effet black hole. Donc voilà, vous pouvez facilement avoir vraiment pas mal d'infos là-dessus. En plus, il vous montre le nombre de jumps les dernières 48 heures, mais ça je crois que ça ne marche pas, puisque ça ne fonctionne que pour les gates. Mais en revanche, l'autre truc qui est intéressant, c'est qu'il vous montre le nombre de kills dans les dernières 6, 12, 24 ou 48 heures, et que ça vous montre à la fois les kills de sleeper et les kills de personnes. Donc en gros, si vous voyez qu'il y a de manière consistante plein de kills de sleeper dans le système, vous savez qu'il est sûrement habité et farmé. Si vous voyez qu'il y a plein de kills de sheep, etc., vous savez que, a priori, en plus, les gens qui habitent là-dedans, ils font du PVP. Donc voilà, Static Mapper, moi c'est une ressource que j'utilise beaucoup, je vous encourage à l'utiliser, enfin ça me paraît vraiment simple d'utilisation, et ça donne pas mal d'infos rapidement, donc c'est assez cool de l'avoir. Donc du coup, donc voilà, ça c'est le premier moyen d'avoir des infos moi c'est mon moyen principal d'avoir des infos sur un wormhole quand j'arrive dedans. Sinon, quand vous aurez l'habitude, vous vous rendrez compte, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous êtes en espace Caldari, l'espace autour du système est un petit peu bleu-gris. Quand vous êtes chez les Galantes, c'est un petit peu bleu-vert. Quand vous êtes chez les Amars, c'est un peu jaune lumineux, et quand vous êtes chez les Minmatar, c'est un peu rouge-orange. Et ben, pour les différentes classes de wormhole, vous avez à peu près le même système. Quand vous êtes en C1 ou en C2, c'est bleu-noir assez foncé, le fond de l'espace. Quand vous êtes en C3, c'est un petit peu couleur crème. Quand vous êtes en C4, ça devient... c'est un espèce de mélange de crème et de turquoise. Quand vous êtes en C5, ça devient du rouge-orange, et quand vous êtes en C6, c'est du rouge profond qui tend un peu vers le noir. Vous pouvez voir normalement dans le guide qu'on a écrit sur les wormholes et qui est sur le site et sur le forum, il y a un endroit où je montre il y a un espèce de tableau où vous voyez des wormholes, les connexions, et en fait ça vous sert à voir quand vous regardez un wormhole, en fait l'espace qu'il y a autour du wormhole, c'est donc la couleur de l'espace du type de système dans lequel vous êtes, et la couleur du centre du wormhole,
c'est la couleur qui correspond à la couleur du type enfin, de la classe du wormhole dans lequel vous allez. Donc si vous voyez que genre le fond c'est du bleu noir sombre et que le centre c'est du bleu noir sombre aussi, vous savez que vous êtes dans un C1 vers du C2, dans un C2 vers du C2, dans un C2 vers du C1 ou dans un C1 vers du C1. En gros, si vous voyez que le fond il est genre rouge noir et que le centre il est couleur crème, vous savez que vous êtes dans un C6 et que c'est un wormhole qui vous emmène vers du C3. Donc ça, bah là, comme je vous en parle maintenant, ça vous dit pas trop grand chose parce que parler de couleur à l'oral, c'est jamais un super moyen de bien se figurer de quoi on parle. Mais quand vous passerez un peu de temps dans les wormholes, ça vous sautera aux yeux parce que c'est vraiment très clair. Donc voilà, ça vous permet aussi de savoir un peu dans quelle classe de wormhole vous êtes. Il faut savoir aussi, même si je m'étendrai pas trop à ce sujet-là, mais qu'il existe des wormholes qui permettent de rejoindre un système de K-space depuis un autre système de K-space. Donc ça arrive que de temps en temps, genre vous soyez en ISEC, vous scannez un wormhole, et puis en fait c'est un wormhole qui vous emmène dans un autre système de ISEC, genre pour donner des exemples de systèmes connus, genre vous êtes dans Jita, vous scannez un wormhole, et hop, il vous emmène direct à Hamar. En l'occurrence c'est pas vrai puisque je crois que Jita c'est le seul système dans lequel aucune signature ne peut apparaître parce que il voulait pas que les gens aient encore plus de raisons d'y être qu'ils n'en ont déjà, étant donné que le système est souvent avec le maximum de personnes qu'il peut y avoir dedans. Mais voilà, je ferme cette parenthèse. Donc voilà à peu près pour les classes de wormhole. Je vous ai dit tout à l'heure que le nom des wormholes c'était un J suivi de 6 chiffres. On appelle ça la JSIG ou JSIG. C'est en gros c'est le terme qu'on utilise pour dire le nom d'un wormhole. Et à part pour le rentrer dans un site comme dans Static Mapper, vous pouvez rien tirer de ce nom-là. Vous pouvez pas deviner que genre c'est parce qu'il s'appelle J200 quelque chose que c'est un truc de classe 2, ça a rien à voir. Il y a des J200 quelque chose qui sont de classe 6, des J200 quelque chose qui sont de classe 1, enfin c'est complètement aléatoire. Je crois que ça a peut-être un lien avec leur localisation spatiale, dans leurs coordonnées dans l'espace, mais je sais même pas par rapport à quoi, et enfin, je sais pas trop. Et par contre, ce dont je suis sûr, c'est que il n'y a pas vraiment d'infos à en tirer de cette JSIG. En revanche, pour la petite histoire, vous avez des wormholes qui portent, c'est pas vraiment dans le jeu, mais vous avez des systèmes de wormholes célèbres qui sont nommés. Par exemple, si vous avez regardé la vidéo Clarion Call 3 de Rooks and Kings, d'ailleurs si vous l'avez pas fait, je vous invite à la regarder, je crois qu'Alcide a mis un lien vers toutes les vidéos de Rooks and Kings sur le forum, et c'est des super vidéos. Donc la vidéo dont je viens de parler, la Clarion Call, il raconte plus ou moins l'histoire de l'invasion de Nova, qui est un wormhole assez célèbre. Je crois que c'est un C6 avec statique C6 et qui a un effet magnétar. Donc, encore une fois, je vous reparlerai des effets, mais donc c'est un wormhole très rare et super cool qui était habité par une corp qui s'appelait Aperture Harmonix et qui était un peu les rois des wormholes à l'époque. Et voilà, il y a Guillotine Therapy, une corp de Rooks and Kings, qui allait leur montrer que en fait c'était les rois, et ils racontent cette histoire-là. Et donc Nova est un système assez célèbre dans lequel c'est généralement le roi de la colline du moment dans les grosses corps de PvP Wormhole qui habitent, parce que il est vraiment vachement bien. Et puis il y en a 2-3 autres, il y a Valhalla je crois, qui est un C5 avec statique C5, avec un effet cool aussi dont je ne me rappelle plus. Et moi le wormhole dans lequel j'ai habité quand j'étais chez Eve University, il s'appelait Innuendo. Et Te paiera, Curious. Hein? Pardon, excuse-moi? Te perd. Est-ce que... on te perd. D'accord, c'est mieux ou pas mieux? Je sais qu'à cette heure-ci, j'ai souvent des pertes de paquets, ma connexion s'affole un peu parce que
tout le monde se met sur internet et qu'on est sur un petit réseau. Vous me entendez mieux là? Ouais, ça va. Ça marche, cool. Donc voilà, et d'ailleurs pour faire la petite parenthèse, ça sera cool aussi quand on s'installera dans notre wormhole qu'on le baptise. Faudra qu'on organise que les gens donnent leurs idées de nom, peut-être qu'on fasse un vote ou quoi, mais moi je trouverais ça bien cool. Et puis en plus ça sera pratique après quand on utilisera notre mapper, mais c'est le sujet d'une autre conversation. Donc voilà, les wormholes, en plus de leur classe qui définit le type de site que vous y trouvez, etc. etc. Ah oui, juste avant, je m'interromps moi-même pour vous signaler que la Planetary Interaction en wormhole est extrêmement lucrative. Les planètes sont pleines de ressources. Donc si vous avez un wormhole avec suffisamment de types de planètes différents, vous pouvez vraiment vous faire plein de blé en faisant de la Planetary Interaction dedans. Et ça, en revanche, contrairement à tout le reste, ça ne change pas en fonction de la classe de votre wormhole. Donc c'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez vous faire autant de thunes en Planetary Interaction dans un C1 que dans un C6. Il y a d'ailleurs des gens qui colonisent des C1 uniquement pour faire de l'API dedans. Donc quand on se sera installé, ça sera un bon moyen pour vous de faire des sous. Je pense qu'il y a moyen au bas mot, enfin même au très bas mot, et en faisant un coup tous les 3-4 jours, de se faire dans les 200-250 millions par mois. Donc ça peut être vraiment un bon truc à garder en tête. Mais donc du coup, voilà, je continue. Les wormholes, alors c'est peut-être un système sur 3 ou un système sur 4, c'est pas tous, mais ils peuvent avoir un effet qui leur est relié. C'est quelque chose qui est permanent et qui est toujours relié au même wormhole. C'est-à-dire que votre système J200, 303, il a un effet pulsar et il l'a depuis qu'il existe et il l'aura pour toujours. Et donc les effets, il y en a 5 ou 6 types différents, et ce sont des trucs en fait qui vous donnent une série de bonus et de malus au chip des pilotes, donc des joueurs qu'il y a dedans. Ça n'affecte pas les sleepers, et heureusement pour certains effets. Et en gros, chacun vous donne en gros 2 ou 3 bonus et 2 ou 3 malus. Et plus la classe du wormhole est élevée, plus ces bonus sont gros. En gros, pour vous donner une idée, en C1, ceux qui sont des bonus, ça vous augmente de 25% la carac associée, et en C6, ça vous l'augmente de 100%. Donc en gros, en C1, vous avez un quart de bonus en plus, enfin un quart de la carac en plus, et en C2, en C6, c'est 2 fois plus. Donc typiquement, il y a un des effets dont je vais vous parler bientôt qui donne des bonus au dommage, et en C6, ça veut dire que vous faites 2 fois plus de dommages. Donc voilà, et quand on sait qu'en C6, il y a souvent des mecs avec des dreadnoughts, qui sont les vaisseaux qui ont le plus gros DPS du jeu, je vous laisse imaginer l'horreur que ça peut être de se faire shooter par un dreadnought en mode siège avec 100% de dommages en plus. Ça vaporise gentiment. Et donc alors, question, Ouais. comment détecte-t-on les wormholes? Les effets, tu veux dire? Non, c'est comment va-t-on les détecter et comment va-t-on prober pour trouver les wormholes? Ok, alors, est-ce que tu sais prober? À vrai dire, moi en fait, je crois en fait qu'il faut lancer des probes, et suivant le pourcentage qu'on a, on déplace plus ou moins nos signaux afin de Ouais. mener sur 100%. C'est ça, donc en gros, les wormholes, ils peuvent, donc ce sont des signatures qui apparaissent dans les systèmes. Une signature, c'est tant qu'on l'a pas probé, quand on peut les voir dans la fenêtre de scanner, dans l'onglet Probe Scanner, et on peut les voir dans la map d'un solar system sous forme de sphère rouge. Quand vous voyez une sphère rouge dans votre solar system, ça veut dire dans cette zone-là, il y a une signature à scanner.
J'y reviendrai peut-être un peu plus tard pour le probing. Je vais en parler dans pas trop longtemps, mais en gros, du coup, le but c'est de trouver exactement où se trouve cette signature et en utilisant donc le probing. Et si c'est un wormhole, du coup, une fois que vous l'avez probé, ça vous donne la capacité de warp dessus. Et une fois que vous avez warp dessus, vous avez plus que potentiellement à le bookmark et puis passer au travers ou pas en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Mais donc pour trouver un wormhole, Parce il que- faut prober. Et je D'accord, parce vais... que là en fait je viens d'en trouver un en fait. Ouais. Je sais pas. Par Il est exemple, vert bleu. vert bleu. Attends, en fait, je trouve un wormhole ID ZPI 674. Donc en fait j'ai déplacé mes probes suivant tous les points qui apparaissaient Ouais. et auxquels j'ai 100%. C'est ça. Et là je suis devant un wormhole qui est vert et bleu. Ok. Alors vert et bleu, c'est genre bleu foncé. Ouais, genre bleu foncé, ouais. D'accord, c'est sans doute un wormhole de classe C2 ou C3, et si tu veux, tu peux t'aventurer dedans et regarder le nom de la JSIG, donc le truc qui apparaîtra en haut à gauche à la place du nom du système, et puis essayer d'en savoir un peu plus. T'as un vaisseau qui est cloqué, qui peut cloquer ou pas? Non, j'ai mon magnet. Ça marche. Je te conseille de pas aller, de pas le traverser immédiatement. On ira peut-être faire un petit tour là-bas quand on sera ensemble. Enfin, un petit peu plus tard dans ce cours-là. Ça marche? Ok. Donc ouais, juste pour reprendre sur les effets, je vais vous en faire plus ou moins la liste. Vous avez le pulsar qui augmente votre shield, baisse vos résistes d'armure, réduit le temps de recharge de votre capacitor, augmente la portée de targeting et augmente votre signature radius. Donc en gros, c'est bien d'être shield tank là-dedans et c'est pas bien d'être armor tank là-dedans. Vous avez les black holes que a priori tout le monde déteste. En gros, ça réduit la portée de toutes les armes, ça réduit la vitesse des missiles, la portée à laquelle vous pouvez activer vos drones, votre lock range, etc., etc. Et ça augmente votre inertie et votre vélocité. Donc l'augmentation de l'inertie, c'est pas bon, ça veut dire que vous mettez plus de temps à vous aligner, etc. Et le fait que vous soyez plus vite, ça fait que vous mettez encore plus de temps à vous aligner, etc. Mais en revanche, par contre, vous pouvez atteindre des vitesses complètement stupides. Mais bon, globalement, c'est pas des super bonus, quoi. Vous êtes plus rapide, donc vous avez peut-être plus de mal à toucher avec des tourelles. Et puis avec tout le reste, de toute façon, vous tirez de moins loin, etc. Donc c'est galère comme système. Vous avez les cataclysmiques, qui eux, en gros, leur truc principal, c'est que ils vous donnent des malus à ce qu'on appelle le local rep. Donc en gros, si vous avez un shield booster sur votre ship ou un armor repairer, ça réduit ce que vous réparez, mais en contrepartie, ça augmente les remote armor repair et les remote shield boost. Donc en gros, les ships logis, genre le Guardian, le Goror, l'Execror, le Scimitar, enfin tous ces vaisseaux-là, sont beaucoup plus efficaces. Donc si vous êtes en fleet, ça peut être pas mal. Ensuite vous avez le Magnétar. Donc le Magnétar, lui, il donne un malus de tracking, et puis un malus de portée d'une manière générale. Mais en revanche, il vous donne un gros bonus de dégâts. Donc le Magnétar, c'est potentiellement cool. Faut juste garder en tête les malus qui vont avec pour pouvoir gérer ça. Ensuite, vous avez le Red Giant. Red Giant, c'est pas très utile. En gros, ça augmente les dommages et la portée des smart bombs. Ça fait que quand vous overheatez vos modules, c'est encore plus efficace. Mais en revanche, vous faites cramer vos modules beaucoup plus vite. Donc celui-là, c'est mitigé, quoi. Les gens le détestent pas, mais le recherchent pas particulièrement non plus, parce que c'est pas forcément giga utile. Et enfin, vous avez le Wolf Riot.
qui lui c'est un peu celui que tout le monde kiffe grave. En gros, il vous donne des gros bonus à vos résistes d'armure, il réduit votre signature radius, il réduit vos résistes de shield, et il y a un bon bonus pour les small weapons. Donc en gros, si vous êtes dans une frégate ou dans un destroyer, ça vous donne un bonus de dégâts. Mais j'ai rarement vu ce truc-là ce bonus-là en particulier être particulièrement utilisé. Mais globalement, moins de signature radius et plus de résiste d'armure, c'est très très bien, surtout que la plupart des fleets de Wormhole sont armor tank. Donc, ouais, faut que je vous parle aussi des côtés des wormholes. Je vous ai tout à l'heure parlé de types de wormholes qui sont, comment dire, définis par une lettre suivie de 3 chiffres. Et en fait, ça définit donc le type du wormhole. Je vais vous linker un lien en corp. Ok, ça marche pas, CTRL-C, CTRL-V dans ce machin-là. Voilà, je vous l'ai linké, vous pouvez aller le voir. En gros, et puis vous pouvez même le bookmark. En gros, c'est un tableau qui vous dit pour chaque type de wormhole le type d'espace vers lequel cela emmène, la masse totale qui peut le traverser, la masse maximale d'un vaisseau qui peut le traverser, et éventuellement sa régénération de masse par jour si ça s'applique, et le nombre d'heures qu'il vit au maximum. Il y a un autre truc aussi que j'ai oublié de vous dire à propos de la masse totale qui peut traverser un wormhole et de sa durée de vie. C'est que les chiffres qui vous sont donnés dans ce tableau sont en réalité une base, et que lorsque le wormhole est créé, vous avez un truc aléatoire en gros, et ça peut être 10% de plus ou 10% de moins. Donc par exemple un wormhole dont la masse totale qui peut le traverser c'est 3 millions de tonnes, en fait, en réalité, c'est entre 2 700 000 et 3 300 000. Donc, plus tard, quand je vous parlerai de comment on roll des wormholes, il faudra qu'on garde ça en tête, parce qu'il faut y faire attention. Et pareil, les 24 heures, en fait, c'est pas vraiment 24 heures, c'est genre entre 21h30 et 26h30. Du coup, voilà, par rapport à ça, il faut que je vous parle donc des types de wormhole. En fait, un wormhole, il a un côté. Quand vous êtes, par exemple, un wormhole statique, dont je vous parlais tout à l'heure, ceux qui respawn quand leur aïeul vient de mourir, ce qui se passe en fait, c'est que tout à l'heure je vous ai dit par exemple, un Y683, c'est un truc qui emmène vers du C4. Et en fait, si par exemple vous êtes dans un système C2 qui a un statique Y683, quand vous allez warper sur le wormhole, vous allez voir dans votre overview, vous allez voir dans la colonne nom de votre overview, vous allez voir wormhole Y683. Ça veut dire que en gros vous êtes du côté où le wormhole est apparu. Et lorsque vous êtes du côté où le wormhole entre guillemets débouche, vous allez avoir marqué wormhole K162. Et ça, c'est vrai quel que soit le type de wormhole. Si vous êtes du côté où ça débouche, entre guillemets, vous allez toujours avoir K162. Donc du coup, quand vous êtes de ce côté-là, vous pouvez pas trop savoir quel type de wormhole c'est, et pour le savoir exactement, vous êtes obligé de passer de l'autre côté. Donc voilà, c'est assez important de le savoir.
parce que comme ça vous permet de déduire si vous êtes dans un wormhole et que vous arrivez sur enfin si vous êtes dans un système de wormhole et que vous arrivez sur un wormhole, et que vous voyez K162, vous savez que c'est pas le statique. Alors que si vous voyez Y683, vous savez qu'il y a de fortes chances que ça soit le statique. C'est d'autant plus vrai si par exemple vous êtes dans un C4 et que vous avez scanné toutes les signatures et qu'il n'y a qu'un seul wormhole, bah là vous êtes sûr que celui-là c'est le statique. Et puis si il y a deux wormholes et que vous en avez un c'est K162 et l'autre c'est Y683, bah vous savez que le Y683 c'est votre statique et que le K162 c'est pas votre statique. Et d'ailleurs il y a même de fortes chances que ça soit en réalité le statique d'un autre système qui débouche chez vous. Je sais pas si j'ai été clair là-dessus. Si c'est peut-être un peu confus, dites-moi. Ou dites-moi si c'est clair. Moi, c'est bon. Ok. Ouais, ça Ok, va. cool. Ah, moi Donc, aussi, c'est bon. ça marche. Et je vous apprends des trucs aussi. Enfin, vous le saviez pas déjà? Bah en fait on a lu vite fait enfin moi j'ai lu le petit topic Ouais, ça sur le marche. forum. Donc c'est vrai que j'ai. Bon c'est bien, c'est un peu redondant mais Ouais, ça Ah, fait un petit ça rappel marche. et puis ça sera utile pour ceux qui ça écouteront s'apprenne mieux je l'enregistrement. dirais. Ça marche. mieux. Vous avez des questions ou pas du coup pour le moment? J'ai trouvé un autre wormhole. Ouais. C'est une C'est un- affirmation? Alors là, oui, donc ça c'est un K62. Donc, Ouais. donc si je regarde dans la table, K162 non. C'est K162 normalement. K62. Ouais, donc ça veut dire que en gros t'es pas du côté où il est apparu, mais du côté où il débouche. Et donc du coup malheureusement quand t'es du côté K162 tu peux pas trop deviner ce qu'il y a de l'autre côté, à part en regardant la couleur. D'accord, donc ce genre de wormhole, j'ai intérêt à l'éviter. Bah pas nécessairement en fait. Non, tu ça veut peux- dire K162, ça veut dire complètement aléatoire en fait. En fait non, c'est ce que je vous raconte justement, c'est que il y a enfin en gros le wormhole il connecte deux systèmes et en fait il y a un côté d'où il arrive en quelque sorte et un côté où il débouche. Bah tiens, par exemple, warpez-moi dessus là si vous êtes à Viorassi. Et puis mettez-moi un petit X en fleet quand vous êtes tous arrivés. Haha, t'es fufu toi. Ok, bon, je pense que vous allez tous arriver en chaîne là de toute façon. Donc vous voyez que là on est autour d'un wormhole et dans votre overview normalement vous voyez marqué wormhole Z971. Si vous regardez la table que je vous ai indiquée, d'ailleurs c'est celui qui est tout en bas, si vous voyez Z971, vous voyez que c'est un wormhole qui vous emmène vers du classe 1, il y a au total 100 millions de kilos, donc 100 000 tonnes qui peuvent le traverser, et que la masse maximale d'un ship qui peut le traverser en un coup, c'est 20 000 tonnes. Et que c'est un wormhole qui dure 16 heures. Et donc du coup, si jamais là on le prenait, ce que je ne vous invite pas à faire immédiatement, si jamais on le prenait, on va se retrouver dans un autre système, à côté d'un wormhole, qui sera en gros le même wormhole que celui à côté duquel on est, mais dans votre overview, vous verrez pas Z971, vous verrez marqué vous verrez marqué K162. Donc en gros là, on est du côté où il est apparu, et le système dans lequel on atterrirait si on le prenait, ça serait le côté arrivé, plus ou moins. Même si après on peut le prendre dans les deux sens, en réalité, ça n'empêche pas. Mais c'est juste pour vous donner un peu une idée des mécaniques du jeu, le wormhole il naît dans un système et en gros, alors ça il faut que je revoie, j'en suis pas certain, faudra qu'on fasse des tests, mais il me semble en tout cas que c'est vrai pour les statiques.
un wormhole statique, quand il pop, en réalité, il ne commence pas son cycle de vie tant que quelqu'un lui a pas warpé dessus. Donc en gros, admettons là ce système, on va dire que ce wormhole il nous emmène dans le système C1 qui s'appelle Blore, et ben si jamais personne avait warpé sur ce wormhole comme on vient de le faire, si jamais personne l'avait fait depuis qu'il était apparu, dans le wormhole Blore, il serait pas encore apparu le K162. Alors qu'à partir du moment où il y a une personne qui warp sur ce wormhole là, Z971, même sans l'activer, juste il suffit de lui warper dessus, et ben ça fait apparaître le wormhole dans nos amis du système Blore. Donc voilà, vous voyez à peu près ce que c'est la différence entre le K162 et les autres? Très bien, ouais. Ça marche. Ouais. Ok. Par contre, j'ai une question. Est-ce que en cliquant sur le show info, on peut avoir une idée de la Ouais. durée de vie ou de l'état dans lequel est le wormhole? Exactement, je te remercie de la question. Donc faites un show info sur le wormhole. Et quand vous faites ça, vous voyez donc du texte en anglais, désolé pour ceux que ça peut hérisser. Mais donc ce texte en anglais, il vous dit des trucs cool. La première partie, celle-là, elle vous sert à rien. Le premier paragraphe là qui dit an unstable wormhole deep in space, wormholes of this kind usually collapse after a few days and can lead to anywhere. Quel que soit le wormhole sur lequel vous cliquez, ça dira ce truc là. Donc ça on s'en fiche. Mais les 3 lignes d'après elles sont importantes. La ligne que vous voyez qui est toute seule et qui dit this wormhole seems to lead into unknown parts of space, celle-là elle vous dit que ça emmène vers soit un C1, soit un C2, soit un C3. Donc voilà, le mot-clé c'est unknown parts of space. Quand vous avez ça, ça veut dire C1 ou C2 ou C3. Si jamais c'était un C4 ou un C5 qui se trouvait de l'autre côté, il faut arrêter de dire des bêtises et les gosses. Si c'était un C4 ou un C5 qui se trouvait de l'autre côté, ça dirait this wormhole seems to lead into dangerous unknown parts of space. Donc là le mot clé c'est dangerous, et en gros dangerous ça veut dire C4 ou C5. Et si vous avez this wormhole seems to lead into deadly unknown parts of space, ça veut dire que ça emmène dans un C6. Et donc le mot-clé c'est deadly. Donc en gros, juste unknown c'est C1, C2 ou C3, dangerous c'est C4 ou C5, et deadly c'est un C6. Mais ça encore une fois que vous aurez l'habitude des couleurs, vous pourrez le deviner sans même avoir à regarder ça. Et vous pourrez même savoir exactement quelle classe c'est et pas un range comme ça. Ensuite, les lignes d'après, elles par contre, elles sont vitales en réalité. Donc cette ligne-là, l'avant-dernière ligne, elle vous donne une idée de la durée de vie du wormhole. En gros, ça va vous dire this wormhole is beginning to decay and probably won't last another day. Ça veut dire qu'il reste plus que 4 heures au wormhole. Il est rare mais possible de temps en temps que vous voyez this wormhole has not yet begun his life cycle. Donc en gros ce wormhole n'a pas encore commencé son cycle de vie, et ça veut dire que en gros il a popé il y a moins de 3 minutes. Mais c'est rare de tomber sur un wormhole qui a popé depuis aussi peu de temps. Mais donc voilà, grossièrement, beginning to decay and probably won't last another day, ça veut dire vous avez plus que 4 heures avant qu'il s'effondre tout seul. Ensuite, alors attendez, je me rappelle plus trop par cœur des autres titres qui disent, je sais plus si je les avais mis. Ouais, si, je les avais mis. Ah, cool.
Si vous avez this wormhole is reaching the end of its natural lifetime, ça veut dire qu'il lui reste moins de 4 heures. Globalement, ça veut dire que si vous avez le choix et que vous avez l'intention de revenir par là où vous êtes passé, évitez de prendre un wormhole comme ça, parce que potentiellement, dans les 10 ou 15 minutes, il va se refermer. Et donc vous pourrez pas revenir par là où vous êtes venu. Et enfin, dans les 5 minutes qui précèdent son effondrement, il y a marqué This wormhole is on the verge of dissipation into the ether. Et ça, je suis même pas sûr que ça soit 5 minutes, c'est peut-être genre juste 30 secondes ou un truc comme ça, il reste vraiment plus du tout beaucoup de temps dessus. Et la dernière ligne que vous avez, qui vous dit This wormhole has not yet had its stability significantly disrupted by ships passing through it. Ça vous donne des infos sur le temps, sur la masse qui peut encore traverser le wormhole. Donc voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des wormholes où la masse qui peut passer au travers au total c'est 2 millions de tonnes ou 3 millions de tonnes, etc. Donc si vous avez marqué ce message avec Not Yet Stability Disrupted, etc., ça veut dire qu'il reste plus que 50% de la masse totale qui reste. Donc ça c'est très utile de noter en gros le passage, le moment où il passe dans l'étape d'après, pour savoir comment on roll le wormhole. Ça, je reviendrai sur ça dans un instant. Donc quand vous dépassez ces 50% de masse maximum, vous avez le message qui change et qui a marqué excusez-moi, qui a marqué This wormhole has had its stability reduced by ships passing through it, but not to a critical degree yet. Donc ça veut dire il y a entre 10% et 50% de la masse totale du wormhole qui peut encore être utilisée. Et enfin, quand vous passez en dessous de 10%, vous avez This wormhole has had its stability critically disrupted by the mass of numerous ships passing through it and is on the verge of collapse. Donc ça veut dire moins de 10%, en gros vous y faites passer une shuttle et il y a des chances que ça le ferme. Donc vous pouvez aussi accessoirement noter que il me semble que le ticker de l'alliance de Aperture Harmonix c'est K162 et que du coup c'est une référence au K162 dont on parlait tout à l'heure, et qu'il y a une autre grosse alliance qui s'appelle Verge of Collapse et c'est une référence directe à ce texte de wormhole qui va bientôt se fermer. Donc voilà. Donc là je viens de vous parler de la masse, etc. J'ai fait plusieurs fois référence à comment on roll un wormhole. Et donc en gros le principe de roller un wormhole, c'est soit vous avez un dynamique ou quelqu'un qui a un statique qui débouche chez vous et ce quelqu'un vous l'aimez pas trop et vous avez pas trop envie qu'il vienne visiter chez vous, ou alors vous êtes juste termite et vous aimez pas qu'on s'introduise dans votre maison, vous avez envie de le fermer en fait. Mais du coup vous n'avez pas envie de le fermer en vous retrouvant chez le voisin. Et comme vous l'avez vu, il y a, c'est des masses assez importantes. Donc généralement, vous allez avoir envie de faire passer des battleships, voire un Orca, voire quand c'est possible un freighter ou un dread pour avoir besoin, en gros, de faire le moins d'aller-retour dans le machin pour le fermer. Donc en gros, ce que vous avez envie de faire, c'est vous faites des calculs savants. Vous faites passer des chips au travers, donc généralement des BS. Moi quand je le faisais, je faisais passer, c'était un wormhole avec une masse totale de 3 millions je crois, ça devait être un X877. Ah, vous entendez le petit son qu'on entend là, c'est quelqu'un qui vient d'activer le wormhole. Ah, c'est quelqu'un de chez nous. Donc voilà, quand quelqu'un active un wormhole, vous entendez ce petit bruit, et c'est du coup très pratique quand vous êtes en train de vérifier que personne rentre. Potentiellement, et vous avez juste à vous mettre pas trop loin du wormhole, vous faites clic droit, look at dessus pour que votre écran soit bien dessus,
Et puis vous pouvez même alt-tab si vous voulez, tant que vous êtes sûr que vous avez le son à fond. Et dès que vous entendez cette espèce de bruit de vague là bizarre qu'on vient d'entendre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient soit de sortir, soit de rentrer. Et qu'il est temps de rentrer en panic mode. Du coup, je me suis perdu. Ouais, pour rouler les wormholes, moi je faisais ça sur un X877, donc c'est un truc qui a 2 millions de masse, 2 millions de tonnes de masse maximale qui peut se passer au travers, et 300 000 tonnes qui peut passer au travers d'un coup. Et il se trouve que justement 300 000 tonnes, c'est un Orca avec un micro warp drive en route. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, votre micro warp drive, lorsque vous l'activez, et uniquement lorsque vous l'activez, il vous rajoute de la masse. Il me semble que ça vous rajoute un truc genre 1000 tonnes pour un MN, 5000 pour un 10 MN, et 50 000 pour un 100 MN. Bon, en fait là j'ai le 1 MN micro warp drive. Ah oui, c'est 500 000 kilos. J'ai mass addition 500 tonnes. C'est ça, exactement. Donc ouais, c'est... On n'avait pas vu qu'il suffit de le fitter justement. C'est pas à l'activation, c'est au fit. Non, je suis quasiment sûr que c'est à l'activation, étant donné que... de le tester, c'est bien l'activation. Ok. C'est ça. Étant donné que du coup, c'est un truc qu'on utilise pour rouler les wormholes. Donc en gros, généralement, ce que tu as envie de faire, c'est tant qu'il est pas en mode, tant qu'il est en mode, il me reste plus que 50%. Du coup, tu fais passer ce que tu peux comme un gros bourrin au travers pour le réduire le plus rapidement possible. Par exemple, je m'étais fait un tableau, je l'ai plus sous la main, mais par exemple, de mémoire, ce que je faisais pour rouler mon X877, je passais un Orca aller-retour, donc en gros je sortais puis je rentrais avec mon Orca avec le micro warp drive en route. Ensuite je faisais passer, je crois, 3 ou 4 fois un battleship aller-retour avec le micro warp drive en route. Et là je refaisais passer l'Orca une fois aller-retour avec le micro warp drive en route, et ça le fermait. À chaque fois, qu'il soit à plus 10, moins 10 ou pile au milieu, ça le fermait à chaque fois à partir du moment où il y avait pas trop de monde qui était passé au travers. Et voilà, et donc en gros généralement tu fais passer genre les vraiment gros machins tant qu'il est à plus de 50%. Ensuite tu restes sur du BS si tu sais que 10% de la masse, donc en gros plus que Verge of Collapse, c'est un peu plus que ce que peut faire ton battleship au maximum. Et puis ensuite, dès que tu l'as mis en mode Verge of Collapse, il y a une technique qui consiste à utiliser des Heavy Interdictors, puisque les Heavy Interdictors, ils ont un truc cool. Je vous retrouve ça tout de suite, je vais juste le chercher sur le market pour le mettre dans la vidéo. En fait, les bubules qu'ils lancent, le module qui leur fait lancer des bubules, ça leur permet ça réduit la masse d'un vaisseau. Donc en gros, quand votre truc il est en mode Verge of Collapse, vous fitez un Heavy Interdictor avec genre des plates qui augmentent votre masse et un micro warp drive qui augmente votre masse. Vous activez une bulle qui, elle, réduit votre masse de 80%. Vous sortez. Donc là, comme vous avez réduit votre masse de 80%, du coup, votre vaisseau, il pèse quasiment plus rien, donc il a très très peu de probabilité de fermer le wormhole en sortant. Et une fois que vous êtes de l'autre côté, vous réactivez votre plate, vous mettez un coup de micro warp drive, vous réactivez le wormhole, et là, du coup, vous passez de, admettons, votre masse c'était genre, je sais pas, 10 000 tonnes, donc moins 80%, vous passez plus qu'à, je crois que c'est 2000 tonnes ou un truc comme ça. Et là, vous vous retrouvez de l'autre côté, et puis en fait, vous réactivez votre plate qui vous rajoute 10 000 tonnes, et vous activez votre micro warp drive qui vous rajoute 50 000 tonnes, et hop, vous vous retrouvez avec un vaisseau à 100 000 tonnes qui repasse de l'autre côté, et là, par contre, vous êtes quasiment certain de le crush en revenant, et hop, il ferme derrière vous, vous êtes content, le wormhole il est fermé, vous êtes chez vous.
Donc soit les gens que vous vouliez pas qu'ils puissent rentrer, ils peuvent pas rentrer, soit si vous vouliez pas qu'ils puissent sortir, ils peuvent pas sortir non plus, ça peut être utile des fois. Et voilà. En revanche, il y a un autre truc qui peut être cool à faire, c'est juste le laisser en critique. Pourquoi vous voudriez le laisser en critique? Parce que du coup, ça veut dire que personne pourra rentrer une fleet dedans, déjà, c'est sûr. Donc, admettons, vous êtes en fleet, et on est en train de farmer ou de miner dans notre système à nous. On n'a que notre statique dans notre wormhole, et on n'a pas envie de se faire embrouiller, et là, on n'a pas envie de PVP ou quoi. Du coup, la technique, c'est on crit notre wormhole, parce que si jamais on le roll, bah en fait, il va juste y en avoir un autre qui amène notre part, et ça va ouvrir une autre porte. Donc, vu que notre but c'est d'être tranquille, c'est pas l'idéal. Alors que en revanche, si on crit notre wormhole, bah il y a une porte, mais sauf que la porte, dès que quelqu'un va la passer, elle va se refermer pour toujours, et il va y avoir un éboulement derrière. Donc en fait, au pire, il y a un mec qui va rentrer, en plus il va se retrouver coincé dedans, donc en gros, ça sera pas une menace. Et en fait, du coup, l'effet, c'est que ça va dissuader les gens de rentrer. Et donc, du coup, bah, quand vous avez envie d'être tranquille, dissuader les gens de rentrer, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est un truc qu'on fera sans doute une fois de temps en temps. Et puis, c'est surtout utile quand vous êtes en C5 ou en C6, où vous pouvez faire ce qu'on appelle des capital escalations, parce que à partir de C5, vous pouvez déjà faire rentrer des carrières et des dreadnoughts dans les wormholes, enfin dans ces systèmes-là. Vous pouvez les ramener depuis le K-Space. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que quand vous warpez un dreadnought ou un carrière dans les sites de sleeper, vous avez ce qu'on appelle une escalation. Et une escalation, ça consiste à genre 5, 6, 7, 8 BS sleeper qui pop en prime. Et en fait, les gens font ça parce que les BS sleeper, ça, quand vous les cassez, que vous les recyclez, ça fait genre plein de thunes. Et donc en gros, les gens font ça pour avoir des sites avec plein de BS de sleeper, parce qu'en gros, plus vous butez de BS de sleeper, plus vous devenez stupidement riche. Et donc c'est une technique qui est faite. Mais donc du coup, les gens qui font ça dans leur propre système, ben quand ils sortent 3 dreadnoughts, un carrière, des T3 en veux-tu en voilà, etc. Pour se faire des sleepers, généralement ils ont pas trop envie qu'il y ait des trublions qui viennent foutre le dawa, parce que quand t'as 15 BS sleeper qui te shootent dessus, si en plus il y a une flotte de T3 qui te pop dans le nez, ça va très mal se finir. Et donc comme on parle de vaisseaux qui sont souvent un peu blingés avec des modules factions, officiers, etc., où ça va vite taper dans le 4-5 milliards le chip, les gens ont pas trop envie de prendre de risques, donc ils critent leur haul, ils ferment toutes les autres connexions, et ensuite ils vont farmer tranquille. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus sur les wormholes? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ah oui, un dernier truc à propos de quand on jump dans un wormhole et de la polarisation. Déjà, une gate, quand vous voulez jumper sur une gate, il faut que vous soyez à moins de 2500 mètres de la gate. Pour un wormhole, vous pouvez y jumper de plus loin, il faut que vous soyez à moins de 5000 mètres. Donc vous pouvez utiliser un wormhole depuis plus loin qu'une gate. Et une gate, quand vous l'utilisez, vous vous retrouvez de l'autre côté à 12 km je crois de la gate. Je crois que c'est 12 piles ou quelque chose comme ça, entre 12 et 15 ou quelque chose comme ça. Et pour les wormholes c'est différent, vous vous retrouvez je crois quelque part entre 0 et 8000 mètres. Donc de temps en temps ça peut être ennuyeux de se retrouver à moins de 2000 mètres, parce que si vous ne le savez pas, en fait pour pouvoir cloquer il faut être à plus de 2000 mètres de tous les objets qui existent autour de vous et qui ne sont pas eux-mêmes cloqués. Et comme un wormhole c'est pas cloqué, bah du coup si vous vous retrouvez à moins de 2000 mètres de votre wormhole quand vous passez au travers, vous pouvez pas cloquer immédiatement. Si jamais il y a des gros vilains avec des interceptors ou des trucs comme ça, ça peut poser un problème à votre survie. Mais le fait est que si vous êtes à moins de 2000 mètres, du coup vous pouvez aussi accessoirement
comment rejump immédiatement dans l'autre direction. Et du coup là vous avez toutes les chances de vous retrouver à plus de 2000 mètres. La limitation à ça, c'est que vous avez un mécanisme de polarisation. Je vais vous montrer ça immédiatement. Je vais activer le wormhole. Le faites pas tout de suite, vous. Profitez-en pour écouter le doux son et vous familiariser avec lui de l'activation d'un wormhole. Donc là, normalement, vous avez entendu ce petit son. Là, j'active le wormhole. Donc, il se trouve que je me suis retrouvé à à 4000 mètres. Donc, je pourrais cloak et je peux aussi rejump immédiatement dedans. Donc, je m'interromps une seconde juste pour le plaisir de regarder ce que c'est que ce wormhole. A priori, c'est un C1 avec un pulsar, j'ai l'impression. C'est tranquille. Coco. T'es dedans? Ouais, je suis dedans. C'est moi qui suis rentré. D'où ta question. Ouais, exactement. C'est un C1 avec un static ISEC et avec un effet pulsar, et dans lequel il y a eu, dans les 6 dernières heures, une quinzaine de sleepers tués. Donc voilà. Là, je rejump de l'autre côté, donc du côté où normalement la plupart d'entre vous êtes tous, et vous notez que vous réentendez le petit bruit de l'activation du wormhole. Et une seconde, excusez-moi. Et là en fait, vous voyez que bon, déjà je réapparais, j'étais à 4000 mètres encore, donc j'aurais pu recloak immédiatement, mais là je suis en train de me rapprocher du wormhole. Et là en fait, si j'essaye de rejumper à travers, j'ai une petite fenêtre d'erreur qui s'affiche et qui me dit wormhole unstable. Et en gros ça m'explique, vu que vous avez déjà transité à travers ce wormhole, vous êtes polarisé. En gros le wormhole il m'a mis plein d'électricité statique dans mon petit chip, et si je repasse au travers je vais mourir, et comme j'ai pas envie de mourir, bah je peux pas. Et je peux même pas décider de le faire quand même, hein, c'est juste impossible. Et en gros ça dit le temps que votre charge de polarité se dissipe, il reste, et il vous donne le temps, il donne les minutes et les secondes. Et en fait ce truc là, ça dit que vous ne pouvez pas utiliser un wormhole dans le même sens plus d'une fois toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que donc on l'a baptisé Blore, le système qui est de l'autre côté. Donc là on est dans Vue Horacie. Vous pouvez pas faire Vue Horacie Blore plus d'une fois toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que en admettant que par exemple son statique ISEX il l'emmène à Ageken, et que je sois pas revenu en prenant le wormhole, mais que j'ai pris genre le statique, que je sois passé par Ageken, que je sois revenu là et que j'ai réessayé, et que je réessaye de jumper, j'aurais pas pu quand même. C'est pas parce que je l'ai utilisé 2 fois que je peux pas l'utiliser une troisième, c'est je ne peux pas l'utiliser une deuxième fois dans le même sens, en gros. Donc de vaisseau, même si tu changes de vaisseau, c'est lié à ton pod en fait. Et tu peux pas changer. Enfin, même, et en réalité, même si tu jump clone et même si tu te fais pod, je crois que c'est genre c'est con du coup, parce que en fait, bah, vu que tu t'es fait pod, t'es plus polarisé normalement, mais ça marche pas quand même. Donc ça c'est important de le savoir, parce que imaginons que j'ai genre vraiment pas eu de chance, il y avait un camp de notre côté, un camp de l'autre côté, et genre je jump, je me retrouve à moins de 2000, et je vois qu'il y a des interceptors, donc du coup je pourrais pas me cloquer et warp out, donc je suis obligé de revenir dans notre système, et là je me retrouve encore une fois à moins de 2000, et ben je pourrais toujours pas cloquer, et comme il y aura la polarisation, je pourrais pas retourner dans l'autre sens. Donc ça peut être dangereux. Le truc aussi qui est important par rapport à ça, c'est que quand vous shootez quelqu'un, quand vous agressez quelqu'un et tout, si vous réparez quelqu'un qui a un aggression timer, etc., vous ne pouvez pas utiliser une gate pendant 1 minute jusqu'à ce que... Enfin,
jusqu'à 1 minute après que vous ayez arrêté votre acte d'agression. Pour les wormholes, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez shooter sur quelqu'un et immédiatement utiliser le wormhole. Donc par exemple, si vous êtes en train de si vous avez un combat de fleet et que tout le monde est sur le wormhole, ben en fait le mec qui voit que son tank est en train de casser, il peut juste prendre le wormhole et se barrer. Donc du coup, c'est important de garder un œil sur votre timer de polarisation et tout, parce que éventuellement vous pouvez, voilà, dans ce genre de combat, il est parfois possible de s'enfuir et puis peut-être genre d'aller se réparer à la poste ou quoi, et puis de revenir immédiatement après, etc. Mais du coup, vous pouvez pas le faire plus d'une fois toutes les 5 minutes, et voilà. Et puis il faut garder en tête que quand on est en train de se battre sur un wormhole, c'est bien d'avoir des gens qui sont prêts à jumper pour tacler les mecs. Quand voilà, si vous avez mis genre un T3 en structure, le mec il utilise le wormhole, ben vous avez bien envie d'aller la finir sa structure quand même, parce que passer à travers son shield et son armure c'était du boulot, alors que sa structure elle est toute douce et tendre et délicieuse, et que ça se laisse pas partir comme ça. Donc voilà. Voilà, je vous ai à peu près tout dit ce qu'il y avait à dire sur les wormholes. Donc voilà, les seuls, enfin vous avez des signatures de data et de reliques dans lesquelles il y a des sleepers, et donc généralement dans lesquelles il y a même pas mal de sleepers et donc pas mal de salvage et de loot à récupérer. Vous avez des sites de gaz qui vous... Alors je crois que les gaz des wormholes sont uniquement utiles pour fabriquer des T3. Je crois pas qu'ils puissent servir à faire de la drogue, mais faut vérifier. Vous avez donc des anomalies qu'il ne faut pas confondre avec les signatures, puisque les anomalies n'ont pas besoin d'être scannées. Vous pouvez warper directement dessus. Vous avez donc des anomalies de combat. C'est l'un d'entre vous qui vient d'activer le wormhole ou pas? C'est toi, Brigadier? Oui, c'est Locta. Ok, ça marche. Alors d'ailleurs je vais vous dire ça, quand on se sera installé en wormhole, par convention, lorsque on utilise un wormhole, on dit sur les coms, alors soit on écrit dans le chat FA, ce qui signifie salut, ce qui signifie friendly activation. Et donc, moi, je disais friendly activation parce que c'était dans des corps anglophones. Si vous voulez le dire autrement ou le prononcer friendly activation, ça me va bien aussi. Mais en gros, quand vous utilisez un wormhole, a fortiori quand c'est une déconnexion de notre système dans lequel on habite quand on habite en wormhole, prévenez FA parce que du coup ça permet de pas paniquer. Et sans compter que souvent on essaiera d'avoir au moins un scout ou deux qui sont sur nos connexions. Ça leur permettra de pas faire de crise cardiaque, ou accessoirement s'ils voient que le wormhole vient de s'activer et que personne dit FA, ça leur permet de commencer à faire chauffer les War Scramblers pour choper les mecs. Donc voilà, ça c'est aussi un autre truc, mais ça on reviendra dessus quand on s'installera tous en wormhole et que on expliquera toutes les procédures qu'on mettra en place pour bien s'organiser et pour maximiser nos chances de survie. Maintenant, si vous voulez, on peut passer sur une partie probing. Alors, une petite question. Ouais, pardon, excusez-moi, posez-moi vos questions et dites-moi si j'ai été vilain, que c'était pas clair. C'est une question par rapport au statique. En fait, quand on crache le statique, il va respawn au même endroit, ou alors ça va être il va respawn quelque part dans le système? Il respawn quelque part dans le système. Et le même type de wormhole, mais pas au même endroit. Alors je l'ai déjà vu respawn au même endroit. Ça arrive, mais c'est genre rarissime. Mais globalement, en gros, il faut le rescanner et il sera ailleurs dans le système. D'accord. Et Ouais. De squeezer cette partie-là, du coup, c'est forcément dans le système, c'est pas une question de security statut. Je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire. Compris la question, c'est bon. On parle des statiques, ouais.
Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ouais, il y avait d'autres questions, pardon. Ouais. Moi, je voulais savoir si à l'oreille, on pouvait savoir combien de personnes traversaient. Est-ce qu'on entend le bruit d'une activation? Est-ce que le bruit se fait plusieurs fois? Ou alors il se fait une fois, peu importe le nombre de vaisseaux qui passent. Alors, je sais pas si genre, par exemple, si on est deux, on peut faire le test d'ailleurs. Si l'un d'entre vous, alors pas Akela parce que toi tu vas être polarisé du coup si on fait ça, mais Elegos tu veux bien jump avec moi et Wolfie tu nous dis si tu nous entends. Mets-toi à 0 sur le wormhole Elegos et l'active pas immédiatement. Et puis je ferai un compte à rebours 3, 2, 1 et puis on jumpera en même temps pour voir si ça fait un double. Je pense que vraiment en même temps on l'entend pas. Mais ouais, ça je suis pas sûr. Mais je sais que si t'as une fleet de genre 5-6 mecs qui passent, tu vas en entendre plusieurs, c'est sûr. D'expérience, j'en suis sûr. Legos, t'es prêt? Ouais. Cool. Donc Wolfie, ou Loctoa, c'est bon, vous pouvez écouter? Ça marche. Bah du coup, Elegos à 0, 1, 3, 2, 1, 0, jump, jump, jump. Ouais, si, on l'entend 2 fois. Vous l'entendez bien 2 fois? Ok. Ouais, 2 fois, ouais. Ça peut être intéressant. Ça marche cool, ouais, bah donc voilà, c'est super plus de question. personnes. Non, après, je suis sûr qu'avec plus de personnes, tu l'entends, mais bon, après, ça devient assez vite. C'est difficile de compter vu que le son est entre guillemets assez long et qu'il y a des bouts qui se ressemblent, etc. C'est dur de compter, quoi. Mais voilà, globalement, si t'entends vraiment le son qu'une seule fois, tu sais que c'est qu'un seul mec. Après, potentiellement, il y a peut-être des potes de l'autre côté, ça t'en sais rien, mais c'est vrai que c'est une bonne info. C'est super question et je viens d'apprendre un truc en prime. Chouette. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant, je sais pas, les effets, les statiques, les trucs qu'on fait en wormhole Moi, des c'est à choses propos comme de ça. l'installation du wormhole. C'est quel type de wormhole que vous avez visé là? C4 avec statique C4 et pas d'effet. Ok. Voilà. Ça te paraît correct? Ah oui, y a pas de souci. Ça marche. Donc voilà, si vous voulez, on peut passer un peu plus sur la partie probing. Alors, en réalité, je pense qu'il y a plus de gens qui auront des trucs à apprendre à qui j'aurai des trucs à apprendre rapport au Discan. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord, je vais vous faire un petit truc sur le Discan et comme ça, ceux qui après savent déjà comment prober seront pas obligés de rester pour la partie sur le probing. Alors, laissez-moi une seconde, je vérifie juste un truc. Ok. Donc du coup, pour le Discan, je vais faire un truc rigolo. Est-ce que vous pouvez me mettre un X en fleet chat? Si Nixis, tu nous fais de l'écho, je crois. Si vous savez à peu près, trouver un vaisseau à un célestial avec votre Discan. Ok, ça marche. Donc tout le monde ne le sait pas, du coup je vais vous apprendre à faire ça. Je vous invite à tous warp sur le soleil. Puis il y en a certains d'entre vous que j'invite tellement que je vous squad warp. Ah, tiens, d'ailleurs, warper tout le monde sur le soleil, ça me fait penser qu'un jour il faudra que je vous emmène à Barleguette et que je vous fasse un truc cool.
Alors, normalement, d'ici peu de temps, devriez avoir un Orca qui s'appelle SRG Roll, qui apparaîtra dans votre Discan à 360. Et pour ceux qui savent pas exactement comment utiliser le Discan, je vais vous briefer là-dessus. Je vais juste en profiter pour vous raconter pourquoi est-ce que cet Orca il s'appelle SRG Roll. Donc pour ceux d'entre vous qui le savent pas, moi j'ai passé pas mal de temps solo dans des wormholes et j'utilisais du coup des chips pour roller mes connexions statiques. Et en fait, donc les orcas déjà c'est pratique pour faire ça. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle roll, parce que c'était l'orca que j'utilisais pour rouler des wormholes. Et en fait s'il s'appelle SRG, c'est parce que comme vous n'avez pas de local en Discan, comme vous n'avez pas de local en wormhole, le nom la manière dont vous nommez vos chips, c'est pas mal. C'est pas une barrière complètement infranchissable, parce qu'il suffit il suffit aux gens de copier-coller le nom d'un chip que vous avez pour mettre le leur, et puis ils peuvent se fondre dans la masse. Mais si vous avez en gros une convention de nommage commune à la corp, ça permet, quand vous voyez des chips qui s'appellent pas selon la convention de nommage, vous êtes certain qu'ils font pas partie de la corp. Si vous voyez que des chips avec la convention de nommage, vous pouvez pas être certain que vous avez que des potes autour, parce que comme je viens de le dire, c'est possible de le copier. Mais en tout cas, si vous voyez un chip qui ne l'a pas, vous êtes sûr que y a un vilain dans le coin. Donc c'est pas mal. Et en plus de ça, pour ceux d'entre vous qui partageront des chips dans des chips maintenance arrêt, mais a priori tout le monde fera ça, c'est bien d'avoir une manière de reconnaître ces chips. Et donc le perso qui pilote l'Orca, elle s'appelle Sarah Gallo, et du coup il y a un préfixe en SRG, c'est en gros c'était son identifiant unique dans la corp. Parce que S comme la première lettre de Sarah, R parce qu'il y a un R dans Sarah, et G comme Gallo, et voilà. Et donc par exemple avec Arcturus c'était ARG, pour Akela ça pourrait être ALD ou quelque chose comme ça, pour Domnoris ça pourrait être DMR, ou voilà, un truc qui permet de savoir quel chip est à qui. Donc je vois que Michel a déjà trouvé le machin, je sais pas. Facile. Ouais, c'est pas trop complexe, mais bon, il faut commencer doucement, je pense. Donc du coup, faites-moi un petit X en flipchat si vous savez pas ouvrir votre fenêtre de Discan. Ok, tout le monde a l'air de savoir ouvrir sa fenêtre de Discan. Donc du coup, une fois que vous avez votre directional scanner qui est ouvert, voilà, c'est une petite fenêtre, en plus elle vient de changer avec un changement mais genre trop génialissime, méga trop cool, que j'adore des enfers récemment. Donc en gros, vous avez un truc où il y a marqué Use Active Overview Settings, et ça je vous encourage à le faire si vous avez configuré votre overview correctement, sinon ça va éventuellement foutre du bazar. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous filerai un coup de main. Envoyez-moi un petit mail ou faites-moi signe à un moment et je vous aiderai à setup votre overview. Je ferai une vidéo là-dessus ou je vous prendrai à part, on verra, mais c'est important de le faire. Mais donc bref, vous pouvez utiliser donc Use Active Overview Settings, ça vous permet de faire du filtre. Donc par exemple, moi quand j'utilise mon tab d'overview PVP qui me montre que les gates, le soleil et les chips, c'est pratique parce que du coup ça me permet de voir que les chips. Bon, ça me permet, enfin j'ai 2-3 autres trucs aussi, genre les probes, mais ça c'est parce que c'est pratique pour savoir si on se fait prober ou pas. Donc voilà, vous avez la première ligne qui vous donne une petite réglette avec un range. Ensuite vous avez une textbox avec le range en valeur numérique, en kilomètres. Et ensuite vous avez une autre textbox avec la valeur en AU. Ce qu'il y a de super génial, c'est que vous pouvez utiliser la réglette pour utiliser entre guillemets les valeurs préenregistrées, et vous pouvez utiliser les deux textbox pour modifier la valeur soit en kilomètres soit en AU selon ce qui vous arrange le plus selon la situation, et ça le modifie automatiquement dans votre
dans votre overview. Ensuite, vous avez la ligne où vous pouvez choisir l'angle. Donc là, vous pouvez juste bouger la petite réglette. Quand c'est tout à droite, c'est 360. Le deuxième cran en partant de la droite, c'est moitié moins, 180, 90, etc. Et ça, en fait, cet angle, c'est par rapport à votre caméra. Donc en gros, l'endroit où votre caméra pointe, c'est donc le centre pile de votre écran, là où est votre vaisseau. Et si vous avez besoin de bien le voir, si vous êtes des zooms et tout, vous pouvez maintenir Alt, ce qui fait apparaître un petit crochet, enfin un petit carré pointillé autour de votre vaisseau. Et ça vous permet de savoir où est le centre de votre ship. Donc par exemple, si vous alignez, en gros si vous superposez votre ship ou le petit carré quand vous maintenez Alt avec un truc, genre une belt ou un truc comme ça, ce qui peut des fois être parfois un peu chiant en fonction de la sensibilité de votre souris. Ah merde, j'ai arrêté de parler mais j'ai maintenu mon clic, je sais pas du tout ce que je voulais faire. Donc du coup, ouais, si vous maintenez ce petit carré, si vous le superposez sur une belt ou un truc comme ça que vous pouvez voir dans votre système solaire, et que vous mettez votre range au maximum et votre angle au minimum, et ben vous allez voir apparaître dans votre D-scan les vaisseaux qui sont à ce truc là. Donc là par exemple j'ai superposé mon D-scan avec le cluster de la planète 5. Donc il y a 5 stations, une belt, une gate et tout. J'ai fait mon truc à 5%, et là je vois qu'il y a un Hulk, un Orca, un Retriever et un Manticore. Et je vois leur nom, je vois qu'il y a Angel 00 Hulk, Ekiraz Orca, un Retriever qui s'appelle Harvester 2 et Liquid Ace Manticore. Et la gate de Nalvula accessoirement. J'en profite aussi pour vous dire que pour le moment c'est pas forcément une nécessité, mais quand on sera en wormhole c'est genre à moitié vital que vous laissiez surtout pas votre ship avec le nom de base, parce que du coup ça fait qu'il y a votre nom décrit dessus, et donc du coup le mec il a juste à rentrer votre nom dans People and Places, à faire un show info sur vous. Il connaît votre corp, il sait si vous êtes un vieux perso ou pas, il sait si votre corp il y a beaucoup de monde, éventuellement il sait si votre corp c'est des mecs qui font du wormhole ou pas, il sait si vous êtes des gros PVPers ou pas, enfin bref il a genre plein d'infos, alors que normalement en wormhole, vu qu'il n'y a pas de local, etc., potentiellement le mec il sait pas qui vous êtes, et genre même s'il vous a entreaperçu, il a peut-être pas eu le temps de faire un clic droit show info sur vous dans l'overview, et du coup c'est vraiment dommage de filer de l'info alors que c'est pas nécessaire, donc pensez vraiment à toujours rename vos ships. En tout cas quand vous allez vous aventurer en wormhole, et puis après en nul et en low si vous voulez faire du PVP c'est pas plus mal aussi. Donc voilà, en gros le D-scan il est très utile parce que il vous permet de savoir, voilà, vous pointez votre caméra vers une direction et vous savez ce qu'il y a. Idem, vous pouvez utiliser le range par exemple. Vous savez que la planète 1 elle est à 0,5 AU, donc vous mettez angle 360 et vous mettez 0,6 AU de portée, et du coup vous mettez un coup de scan, et puis du coup vous savez que il y a un Orca qui s'appelle SRG Roll, on en a parlé de celui-là tout à l'heure, et puis il y a genre, bon là c'est nous qui sommes autour, mais en gros vous savez que voilà, entre le soleil et la planète 1, a priori il y a genre nous et l'Orca quelque part. Donc après, si par exemple on veut trouver l'Orca, du coup là on sait qu'il a moins de 6 AU et que le seul truc autre que le soleil qui a moins de 6 AU c'est la planète 1. Donc ce que vous pouvez faire c'est vous alignez votre caméra avec la planète 1, vous passez votre angle à 5 degrés, vous mettez un coup de scan dessus, et magie, vous voyez SRG Roll qui apparaît. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand en fonction de la sensibilité de votre souris et tout, c'est hyper chiant d'aligner de superposer en gros votre chip ou votre caméra avec le truc que vous voulez scanner. Mais heureusement,
il y a un truc qui vous permet de le faire automatiquement. Je vous invite à appuyer sur C, la touche C de votre clavier. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur un truc dans votre overview par exemple, une Stargate ou un de vos potes dans l'espace ou un truc comme ça. Et là, vous voyez que votre caméra s'aligne directement sur le truc. Et donc si vous faites un scan à 5 degrés, vous l'aurez automatiquement aligné comme il faut pour que votre scan à 5 degrés marche. Donc ça c'est super utile. Pour l'enlever, il faut rappuyer sur C. Donc je vous invite à penser à le faire parce que moi par exemple c'est un truc que je fais beaucoup quand je vais faire du solo PVP en Factional Warfare. Donc du coup j'appuie sur C, je fais un scan à 5 degrés sur les complexes pour savoir s'il y a des mecs dedans et si je peux aller me battre ou pas, ou s'ils sont trop nombreux, etc. etc. Et typiquement quand vous engagez un fight à 1v1 ou à 1v2 et que du coup vous avez oublié de rappuyer sur C, bah ça devient juste l'enfer et ça vous file le tournis et donne envie de vomir d'avoir la caméra qui bouge dans tous les sens alors que vous n'avez pas du tout besoin de ça à ce moment-là. Donc pensez à l'enlever. Loctoa, tu me dis que tu as rien, c'est-à-dire que tu ne vois pas l'orca ou que quand tu appuies sur C, ça te bouge pas ta caméra? Non, ma caméra bouge, mais mon scan ne me donne rien du tout à chaque fois que je scanne en suivant tes instructions. Alors, tu vois la planète 1 dans ton overview? Tu as un moyen de la cliquer ou pas? Oui. Ok, donc tu t'es bien aligné, en gros, ton vaisseau il est pile entre ta caméra et la planète 1. Ben ouais, j'ai mis la caméra lock on to automatique. Ouais. Puis c'est ça. La caméra tourne. Le vaisseau ne tourne pas nécessairement, mais la caméra tourne. Alors, dans la ligne range, tu as combien d'AU de portée? Ben, j'ai mis le maximum de la réglette, là. C'est 14.3. D'accord. Ouais, ok, ça marche. Et en angle, tu as 5 degrés. Effectivement. Et tu vois pas un orca dans ton discan? Bah moi non plus, à 5 degrés, j'ai pas leur cas. Pas du tout. No result from directional. Alors c'est peut-être un problème de filtre de vos overviews. Mettez votre angle à 360 et votre portée au max. Vous êtes bien sur le soleil là, hein, les gars? Ouais, non mais enfin... warp avec toi. Ok, ça marche. Donc si vous mettez votre angle à 360 et que vous mettez votre portée à 5 AU, normalement vous avez un paquet de trucs, non? Oh oui, j'ai plein de trucs. Tu vois genre par exemple Knock Cars Breath ou un Retriever qui s'appelle Retriever. Ça c'est moi. Ouais, ok. Mais concernant l'angle... Et est-ce que... Pardon, excuse-moi juste une seconde. Est-ce que tu vois un orca qui s'appelle un truc genre Zozix avec un espèce de haut bizarre? Ouais, je vois ça aussi. Et tu vois pas un orca qui s'appelle SRG Roll? Bien là, je le vois. D'accord. C'est étrange. Non mais moi j'ai le même problème. À 5 degrés, j'ai pas l'orca, mais à 15 je l'ai. Ah, c'est bizarre ça. 15, 5 parfois c'est un Ouais, en fait 5 c'est bien, je pense, à partir de... À 15 je l'ai pas. Et à 30? Attends, faut remettre peut-être les... Alors Loctoa, juste sur ton overview, en haut à gauche de ton overview, tu as 4 petites barres blanches. Clique dessus, fais un clic droit dessus, et fais Open Overview Settings. Ensuite. Et attends une seconde. Et tu vois normalement tu as un onglet qui s'appelle Filters. Dans cet onglet tu as un onglet qui s'appelle Types. Et là tu as une série de petits dossiers dont un qui s'appelle Chips. Ou Chip, pardon. Et je voudrais que... Tu vois ça?
Ben, dans les presets general, les types, puis ship, c'est ça que tu Ouais, dis? c'est ça. Étends le chips et dis-moi si tu as... Alors, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. Ça doit être des industrial ou capital industrial ship. Est-ce que tu as... Mining barge? est-ce que capital... Déjà, est-ce que tu les as tous sélectionnés ou pas? Ben oui, c'est tout, j'ai toutes des croix dessus. D'accord, ok, ça marche. Du coup, c'est pas ça. Alors attends, on va faire un test vu que de toute façon tu as, enfin tout le monde sait à peu près où il est maintenant. Je vais nous warp sur lui. Oui. Ben, tu vois, lorsque je fais 90 degrés, je le découvre. Il n'y a pas de problème. Mais en Ok, bas de ok. 90 degrés, je ne vois rien. Il n'y a rien qui apparaît à mon scan. D'accord. Et du coup, quand genre si tu maintenais Alt, est-ce que la petite croix, elle était bien alignée avec la planète 1? Ou est-ce que t'étais un peu de travers? Parce qu'il me semble qu'en fait Je pense qu'il a repositionné la caméra. c'est possible. De A, Ou en un fait, petit plus entre ouais. parenthèses. Clique dessus, ça va t'ouvrir un menu circulaire et tu prends l'option de gauche. Tu le vois là, l'Octoal, Lorca dans ton overview? Ah oui, c'est vrai, bien vu Domino pour F11. J'avais oublié que ça permettait de voir l'angle du discan. C'est vrai que j'avais oublié ça. Ça peut aider, ouais, éventuellement. C'est ce que je me sers, donc... Ouais, en gros, quand vous appuyez sur F11, le truc tout en bas qui vous montre la map du Solar System, la partie verte, c'est l'angle de votre discan, et la partie grise, c'est en gros l'angle de votre caméra. Ce que vous voyez en vue du dessus. J'étais persuadé que c'est écrit que le truc vert, ça faisait aussi la portée. Ah, il le fait pas là? Non, il le fait pas. Non, si tu changes la portée, ça t'agrandit pas le truc vert. Ça marche, mais donc voilà, globalement le discan c'est un outil super utile, parce que déjà vous pouvez filtrer ce que vous récupérez en fonction de vos presets d'overview favoris, c'est pratique. En plus maintenant, régler la distance, c'est devenu super facile. Ouais, c'est clair. Et en fait, ça nécessite pas de skill, c'est de l'info instantanée, voilà, il y a quelques limites, c'est genre 14 AU maximum de portée, etc., mais c'est déjà quand même pas mal. Et puis c'est de l'info instantanée. Je vais vous montrer un autre truc aussi. Je vais vous linker un site trop cool. Laissez-moi un instant. Faut que je le retrouve. Merde, pourquoi il est pas là? J'ai compris c'était quoi le problème. Raconte. Ben, c'est que je sais pas si c'est sûrement les settings du camera follow-up, mais, Ouais. Mais c'est ça, le vaisseau est C'est la même mais chose. pas mon écran par rapport à ce que je regarde du jeu. D'accord, ok. Alors du coup, c'est ça qui est pris en considération pour le scan. Ok, bah du coup tu vois comment corriger le truc pour toi, quoi. Oui, y a pas de problème. Ça marche, nice. Donc ouais, Elegos vient de vous mettre un link. C'est joli. Il est bien. Le mien est mieux, je trouve, parce qu'il est plus joli. Mais voilà, ça fait la même chose. En gros, là vous pouvez faire mettez votre discan à portée max 360 degrés. Ensuite, vous cliquez sur un vaisseau sur une ligne, en gros, de votre résultat de discan. Une fois que vous avez cliqué sur une ligne, normalement elle est un petit peu mise en surbrillance en gris. Et là je vous invite à faire CTRL A, CTRL C. Vous ouvrez un des links que Elegos ou moi avons mis. Et dans la textbox, vous faites un CTRL V. Et
Et une fois que vous avez fait le CTRL-V, alors le F-Dingo, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il doit y avoir un bouton genre Parse ou View ou machin truc. Sur le mien, vous pouvez faire cliquer sur Full View. Et là, vous avez un truc sexy qui vous montre le résultat de votre discan d'une manière un peu plus cool. Donc en gros, vous savez que autour de vous, il y a 2 Orcas, un Héron, un Nimicus, 2 Magnet, un Tristan, un Hulk, un Manticore, 2 Buzzard, 2 Retriever, un Tengu, etc. Et ça, j'en reparlerai pendant le cours sur le scouting, mais en gros, ça, c'est un outil de malade pour scouter, parce que si vous vous retrouvez face à si vous êtes en train de scouter pour une fleet et puis que vous croisez une fleet de 20 mecs ou 50 mecs, vous allez pas pouvoir trop dire à votre FC oh je viens de croiser une fleet de 53 personnes avec un Ishtar, un machin, un bidule, un chose, un chouette, un truc, un machin, voilà, vous allez pas pouvoir tout dire en fait. Donc en gros vous avez juste à dire j'ai une fleet de à peu près cette taille-là, de telle alliance, et puis ce que vous faites c'est que vous faites votre discan pour avoir la fleet sur votre discan, et si possible rien que la fleet. Ça vous fait ce super petit résumé trop sexy qui est en fait attaché à l'URL. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à copy-paste l'URL dans le fleet chat comme ceci, et du coup ça permet à tout le monde de cliquer dessus et de savoir exactement ce qu'il y a de manière rapide et efficace. Donc pour ça aussi, c'est cool le discan. Ensuite, pour le discan, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, des trucs à ajouter, n'hésitez pas. Il y a un avantage sur mon site, c'est qu'on peut le faire aussi avec le local. Bon, ça sert à rien en Wormhole, mais ça permet de savoir qui sont les gens qui sont là. Donc voilà, globalement, gardez les deux. Moi j'aime bien le Heavy Intel parce que c'est beau et sexy, et que du coup c'est bien. Mais le Heavy Intel, je crois, est un petit peu plus, le F-Dingo est un petit peu plus vieux, c'est celui que j'utilisais avant, et il fait le taf aussi bien, et il a même quelques fonctionnalités en plus en réalité. Donc voilà, c'est bookmarker les deux, voilà, c'est des outils chouettes, donc gardez-les quelque part, bookmarquez-les dans votre in-game browser, de toute façon ça prend pas trop de place, et puis ça pourra toujours vous être utile. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le discan ou... Moi c'est bon. Ok, ça marche. Donc voilà, globalement, l'utilisation est assez évidente. Voilà, vous pouvez vous habituer à utiliser certaines petites techniques, genre à faire... procéder par élimination, vous vous mettez au soleil, et puis vous savez à quelle distance sont les planètes. Ah non, si, voilà, j'ai un autre truc à vous dire. Donc voilà, vous pouvez réduire la portée et puis voir ok, s'il est à plus de cette distance ou moins de cette distance là, etc. Ça peut vous donner une idée grossière de l'emplacement des gens, voire une idée précise. Donc habituez-vous à utiliser ce truc là bien. Et l'autre truc que je voulais vous dire, et que certaines personnes ne savent pas, et ça change leur vie lorsqu'ils le savent, surtout parce que c'est genre super pratique pour gank des gens quand on est en nullsec. Je vous invite à, dans votre fenêtre de scanner, vous allez sur l'onglet Prop Scanner, et vous cliquez sur le petit bouton Map, qui vous ouvre votre Solar System Map. Et la Solar System Map, elle est cool, elle vous montre les planètes, elle vous montre où sont les choses, et notamment vous voyez que dans le système il y a des combats anomalies. Donc les combats anomalies, c'est des sites que vous voyez dans votre fenêtre de Probe Scanner, et qui sont représentés dans la star map par des espèces de petits triangles avec un picot qui part vers le haut, vert. Et du coup, le truc qui est cool, c'est que en fait, quand vous êtes dans la vue du Solar System Map, eh bien votre discan fonctionne toujours, et il est relié à votre caméra, mais par rapport au Solar System Map. Donc par exemple, si vous alignez l'endroit où vous êtes avec un célestial, et que vous faites un scan à 15 degrés,
et que le Célestial est apporté, ben vous allez voir ce qu'il y a à ce Célestial. Donc par exemple, là on peut deviner que quelque part autour de la planète 3, il y a un Tengu. Ou vous pouvez aligner votre position, enfin superposer votre position et une anomalie comme là le Gouristaden qui n'est pas très loin. Vous mettez votre coup de scan, et puis bon là il y a personne malheureusement, mais potentiellement il y a quelqu'un. Et donc en fait, quand vous êtes en nullsec, genre quand vous arrivez dans un, si vous êtes scout, enfin en gros +1 ou scout tacleur, etc. Vous arrivez dans le système, vous mettez un coup de discan à 360 pour voir s'il y a des gens, et puis si vous voyez un truc, genre un golem, un macariel, ou enfin genre un truc qui se gank, quoi, un drake, des trucs qui farm et qui se gank, bah déjà, en fait, vous avez... Votre priorité, c'est genre, vous êtes encore cloak, et vous allez vite mettre la map du solar system, et puis hop, vous vous alignez avec les anomalies qui sont farmées, donc je me rappelle plus exactement des noms, mais genre si vous avez un Forsaken Hub ou des trucs comme ça, c'est des trucs qui sont souvent farmés, vous alignez vite, vous mettez un coup de scan, et puis potentiellement vous gagnez au loto parce que en fait c'était un macariel avec 3 B de fit, et puis vous le chopez, votre gang le bute, et puis on s'est fait 2 B au final. Donc voilà, je sais pas si vous connaissiez tous l'utilisation du Discan dans la Solar System Map, mais pareil, c'est une utilisation coolos. Et ouais, je vais donc du coup bientôt poster mon guide sur comment combattre prober les gens en un seul coup. Et vous allez voir, en fait, c'est un combo de combat probe et de discan, surtout dans le Solar System Map. Et ça pousse les choses un peu à leur limite, mais c'est coolos. Bref, je vous laisserai découvrir ça quand la vidéo sera release.